Et puis... moi ici et Didier là. Voilà, on a deux. Bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs, dans l'émission À l'ombre de la patience des anciens. Une émission proposée en direct tous les samedis à partir de 11h sur les ondes de cette même radio. Avec aujourd'hui des invités dans le studio au 35 rue Promso à Valence. Alors ces invités, eh bien c'est monsieur Didier Santiago. Bonjour Didier. Bonjour Gilles. Et puis il y a aussi Marie-Paul Gillin. Bonjour Marie-Paul, ça fait longtemps. Hein. Oui, bonjour Gilles. Moi je ne suis pas l'invité en fait. Hein. Non. Parce que l'invité c'est vraiment Didier Santiago. Oui, ça fait longtemps que je suis pas venue. Alors j'ai mis avec la participation de Marie-Paul Gillin. Est-ce que ça te va? Ah, parfaitement. Avec l'intervention de Marie-Paul Gillin. Ça va? Tout à fait. Bon, je vais pas me faire casser la tête ou quoi que ce soit. Non. Pas en ce début d'année quand même. Bon, le monde de la radio est si doux. Alors, de quoi on va parler? Et il y a aussi Christine qui est là, donc, et qui, oui. Ce sont les yeux et la voix, c'est Didier. Voilà. Puisqu'on va parler d'audiovisuel, de la création d'une chaîne de TV audiovisuelle concernant le bien-être. Et puis d'autres choses aussi. Je sais que comment Didier Santiago n'aime pas trop parler de développement personnel. Mais je suis un peu d'accord. Hein. Je suis un peu d'accord. C'est trop galvaudé. C'est trop galvaudé. C'est trop limitatif. Oui, comme, et puis comme terme. Et ça flatte l'ego. Des fois, il y a une inflation monstre, un truc. Voilà. Donc, on va parler de ça. Hein. Et donc, je laisse la primeur à Marie-Paul Gillin pour interroger et pour nous présenter Didier Santiago, l'invité. Oui. Voilà. Merci. Cet invité, c'est l'intervieweur interviewé aujourd'hui. Tout à fait. Ça change, hein, ça fait mais bizarre, bon, je suis pas inquiète non plus. Parce qu'il y a matière à dire sur le personnage. Il y a beaucoup à dire sur le cheminement, oui, c'est sûr. Sur le cheminement, et puis on va s'intéresser aussi en premier lieu sur ton parcours et comment tu es arrivé à créer une télé sur le net. Hein, ta motivation? Les motivations, elles sont multiples. Hein. Elles datent de loin. Parce que tout jeune, déjà, je me posais des questions sur le sens en fait, des choses. Parce que forcément, lorsqu'on est dans la préadolescence, on commence à se questionner. Et on n'a pas envie de faire comme tout le monde. On n'a pas envie de faire comme tout le monde. On a chacun envie d'être spécial. Et c'est là que le cheminement a commencé déjà. Et c'était à l'âge de 12 ans. Je m'en souviens que je me questionnais vraiment sur le sens en fait de la vie. Pourquoi on naissait. Je partais du principe qu'on mange, on dort, on se lève, on mange, on dort, et on se dit que finalement, si c'est pour finir un jour au fond d'une tombe, quel est l'intérêt de passer sur cette vie plutôt que de rester là où on était à l'origine, à la source? Déjà en préadolescence, c'est-à-dire... En préadolescence, ouais, je me posais cette question. 10-12 ans déjà. Ouais, déjà. Et à cette époque-là, est-ce que tu avais déjà une envie de faire quelque chose de particulier? Tu avais déjà une idée en tête? Non, le projet n'était pas encore très très précis. Pour moi, dans ma tête, il n'y avait pas d'idée. Pour moi, j'étais juste dans la recherche d'apprendre. J'étais dans la position de l'élève. Voilà. Donc je cherchais des maîtres. Et à l'époque, si on se souvient, c'était dans les années 80, il y avait Karate Kid. Hein. Oui. Et Karate Kid, il y en a eu même 3, donc avoir un maître chinois qui dit « je vais t'apprendre tout ce que je sais », etc. En fait, la philosophie, ça me faisait rêver. Et c'est vrai que c'était au-delà... les copains, les potes à côté sortaient du cinéma, étaient totalement gonflés et avaient envie de se battre, parce que c'était ça, Karate Kid, hein, c'était les arts martiaux. Mais moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était la philosophie qui se cachait derrière. Voilà. C'était le savoir-être qu'il y avait. Évidemment, le cinéma a mis en avant les combats, le côté le sauveur de la veuve et de l'orphelin, le pourfendeur de justice, et c'était pas du tout ce que je recherchais. Mais c'est vrai qu'à la base, ça m'intéressait, et je cherchais ce maître-là. Bien sûr, après, j'ai appris à mes dépens, par expérience, que finalement, cette idée cinématographique assez formatée du maître et de l'élève, ça fonctionne pas. Aujourd'hui, tout le monde est maître et élève de manière alternative. Toutes les rencontres, toutes les personnes sont des maîtres. Et j'ai bien eu, je vais oser le dire, j'ai un chat qui est décédé. Un chat?
Voilà, chat. un chat qui s'appelait Gâteau, qui s'appelle toujours Gâteau, même s'il n'est plus là, qui a été mon plus grand maître. Il m'a appris quelque chose, l'amour. Et ça, c'est juste l'une des plus grandes leçons. Donc, déjà, j'ai vu que le maître n'était pas forcément quelqu'un de la même espèce que moi. C'est énorme. Mais oui, c'est déjà une belle reconnaissance. Donc, C'est tu vrai. as eu un enseignant, comme un chat pour enseignant. Un enseignant félin, ouais, mais qui m'a, avec son aspect animal et tout, c'est vrai que dans ma culture hispanique, c'est vrai que les chats sont indépendants. Et dans ma culture hispanique, il y a cet aspect de dominance. Donc c'est vrai qu'un chien, on lui dit de venir, il vient. Mais un chat, non. Et donc on n'aimait pas les chats. Et le chat m'a appris à... Ah oui. Ah oui, parce que c'est autonome et ça ne répond pas aux ordres. Ça ne répond pas aux ordres. Et puis, c'était même pris comme un utilitaire. On prend un chat, à la limite, s'il y a besoin, parce qu'on a une maison infestée de rats ou de souris, oui, mais sinon, non. Ouais. Que ce soit utilitaire. Utilitaire, exactement. Alors justement, tu parlais de ta culture. La musique a eu beaucoup d'importance pour toi dans ta jeunesse? Je dirais trop. Elle était prédominante. C'est vrai que d'origine espagnole et andalou en plus, il y avait cette culture musicale du flamenco qui était prégnante chez moi. Mais j'avais déjà deux frères qui chantaient et qui jouaient de la guitare. Oui, alors on les connaît évidemment, hein, sur Roman. Il y a David Santiago. Oui. Et son frère qu'on connaît moins d'ailleurs. Qu'on connaît moins, qui a été en fait celui qui a enfoncé les portes à la base. Voilà. C'est vrai que c'était avant que le flamenco et la rumba soient, popularisés par les Gypsy Kings. Donc du coup, c'est vrai qu'il était... quand il présentait du flamenco, personne ne connaissait. C'était compliqué. Ensuite, quand Bamboleo, le premier titre en 86 ou 87 qui a tout explosé, a permis de rentrer plus facilement, ouais, c'est vrai. Oui. Et Davy a pris la suite, le plus jeune, d'ailleurs. Voilà. Alors justement, est-ce que, avec ces deux frères-là, c'était pas compliqué? Parce que vous êtes plusieurs, hein? On est plusieurs. Deux frères. Ouais, 4 garçons dans la famille, Voilà. issus d'une famille de 7 enfants, ouais. Et une sœur. Aussi. Donc dans cette fratrie, est-ce que c'était pas compliqué de trouver ta place déjà à cette époque? Alors là, c'est aussi un cheminement aujourd'hui avec la rétrospective. Je vois en épigénétique, je vois aussi au niveau des arbres généalogiques que la place que l'on occupe dans une fratrie est importante. Si on est le deuxième ou le cinquième, c'est pas la même chose que si on est le dernier ou le premier. On peut être l'enfant de la vieillesse ou autre. Moi, je suis, on va dire, il y en a 2 autres derrière moi. Donc je suis le 5e. Et le 5e équivaut, je l'ai appris par Christophe Rossa, était l'équivalent du 2e aussi. Donc le 2e et le 5e ont, on va dire, un même rôle au sein d'une famille. Mais c'est vrai, oui, pour répondre à ta question, ça a été compliqué, parce qu'avoir 2 frères qui prenaient la même place et qui en plus faisaient honneur à la culture familiale, moi j'étais à côté, il a fallu que je me distingue. Oui, c'est ça. Et du coup, comme j'avais de la colère, il fallait que je tape, et plutôt que pas taper sur des personnes, j'ai préféré taper sur un bango et sur du cajon, comme on dit. Donc je suis, moi, parti vers la percussion. J'ai dit, il manque un percussionniste. Je vais faire en sorte d'allier, de ne pas fâcher ma famille culturellement, donc de rentrer dans la musique, mais autre chose que la guitare et le chant. Voilà, tu as pris un biais différent. Et c'est ce qui t'a un petit peu, ce qui a aiguisé ton oreille, parce que tu t'es dirigé ensuite vers le son. Raconte-nous un petit peu ce cheminement. Vrai. Alors, le son après est devenu, c'est vrai que rapidement, lorsqu'on a monté un groupe avec mes frères, s'est posé la question, évidemment, dans les petites formations en trio, un guitariste, un chanteur, et puis un percussionniste. On jouait à 3 et c'était un petit peu compliqué d'avoir en plus un ingénieur du son. Voilà, les cachets étaient maigres, petits, donc il fallait se débrouiller par nos propres moyens. C'est moi qui me suis attelé à cette tâche parce que j'étais de nature curieuse. À la maison, je démontais tout. Je démontais la chaudière, j'ai fait sauter les plombs plus d'une fois. Hein. Moi, j'étais dans l'énergie libre. Je me disais que finalement, si on sortait le courant d'une prise, si elle re-rentrait, on faisait tourner le courant en boucle et on n'avait plus à payer de l'électricité au fournisseur électrique. J'avais déjà cette idée-là. Je l'ai faite, je l'ai vraiment faite. Ma mère derrière m'a filé une rouste mémorable, mais je la comprends, c'est parce que j'aurais pu m'électrocuter, elle voulait pas me perdre, et ça se comprend. Mais c'est vrai qu'il y a eu, il y avait ça, donc mes frères m'ont dit, écoute, puisque tu aimes tout démonter, que la technique c'est ton truc, est-ce que tu te mettrais pas au son? Je dis, oui, j'y connais rien, mais je vais m'y coller. Et donc j'ai commencé à mixer comme ça. D'abord le groupe. D'abord le groupe. D'accord. Et tu es maintenant ingénieur du son? Oui, ça a évolué entre-temps. C'est vrai que par la force des choses, j'ai rencontré après d'autres personnes. J'ai travaillé dans le domaine de l'événementiel. Et du coup, on me prenait. Et puis,
j'ai pu comme ça prendre du savoir et de la connaissance, en fait, du savoir-faire sonore d'autres personnes. Jusqu'à un moment donné, j'ai eu un poste à Saint-Jean-en-Royans dans un studio associatif qui s'appelait l'AMAC à l'époque, sur lequel j'ai travaillé pendant 5 ans en tant qu'ingénieur du son, en enregistrant des projets qui n'étaient pas forcément dans des styles musicaux hors que le flamenco, oui. Donc là, j'ai pu vraiment faire mes armes dans le son, avoir des armes solides, quoi, voilà. Alors, il y a cette perfection, on va dire, du son, parce que quand même, voilà, faut pas le négliger, hein. Et puis, parallèlement, il y a ce cheminement que tu as fait et qui a fait que tu t'es intéressé aussi à des personnes que tu as rencontrées. Oui. Alors, c'est vrai que le son était une des parties techniques, parce que j'ai toujours été dans ma tête en me disant, il faut se débarrasser être indépendant, c'est important. Pour pouvoir avoir un contrôle sur... et ne plus avoir à se soucier de l'aspect technique, c'est important pour pouvoir faire enfin ce qu'on a envie de faire. Vraiment. Et c'est vrai que après le son, il me manquait l'image. Et d'ailleurs, l'audiovisuel, si on regarde l'étymologie, il y a toujours audiovisuel. L'audio est avant, parce que la radio existait avant. Hein, l'image est venue bien après. C'est pour ça que le visuel est après l'audio. Donc, j'ai commencé dans l'ordre qu'a existé la technologie, qui a permis l'audiovisuel. D'abord l'audio, ensuite je me suis intéressé au visuel. Et quand j'ai mis tout ça en branle, c'est vrai que je me suis rappelé de ces premières questions existentielles que je me posais à l'âge de 12 ans. Tu vois, on revient au tout début de cette interview, où je me posais la question du sens de la vie. Et là, je me suis dit, j'ai vraiment tous les outils, le son, l'image, je maîtrise tout ça. Et l'informatique aussi, parce que j'étais aussi informaticien. Donc j'étais capable de faire la maintenance de ma propre machine. Donc rassembler le son et l'image au sein d'une machine et maîtrisant la création de sites internet, parce que j'étais aussi formateur, je me suis dit, je vais créer un site web et je vais commencer à faire du streaming pour parler justement et trouver un sens à cette vie. Et tant qu'à faire, si je cherche ce sens-là, en invitant des personnes, si c'est pour discuter en huis clos avec elles, autant que ces conversations deviennent publiques pour que d'autres en profitent. C'est le but de des studios web. C'est ça la genèse, en fait. C'est un beau parcours qui t'a amené à faire des rencontres aussi exceptionnelles. Ah oui, énormément. Parce que c'est vrai que c'est Régis, alias Christine, qui m'a soumis l'idée en disant... Alors pourquoi Régis, alias Christine? Alors, on va expliquer. On explique. Alors, c'est vrai que souvent, derrière, il y a derrière tout système radio, audiovisuel, il y a toujours un régisseur. Hein, qui est là qui est grand Manitou, qui va donc envoyer le son, comme c'est le cas là pour Gilles aussi. On salue, parce que sans régisseur, il n'y a pas d'émission du tout. Ouais, c'est important. C'est un rôle, ce sont les travailleurs de l'ombre. Voilà, c'est ça. C'est des personnes qui soutiennent et qui supportent pour mettre en lumière les autres. Ce sont de véritables projecteurs. Voilà. Alors, à se demander, finalement, qui est le plus important, le projecteur ou celui qui t'a éclairé. Voilà. Donc, les deux, hein. Les deux, évidemment. Évidemment, c'est les deux. Donc, du coup, c'est vrai que j'avais toute la structure, on va dire, technique pour pouvoir streamer, etc. Et Régis, évidemment, dans le jargon technique, tous ceux qui sont à l'arrière, ils peuvent s'appeler Manuel, ils peuvent s'appeler Christine, ils peuvent s'appeler Georges, n'importe qui. On les appelle Régis parce qu'ils sont régisseurs. D'accord. Voilà. Bon, ça peut pas être Régine. C'est Régis. Pas forcément. Et c'est vrai que là, Christine m'a soumis l'idée, à partir de là, de me dire, écoute, il y a une association, il y a des associations dans le coin qui font venir des personnalités. Ça serait bien que tu leur proposes, après les conférences, de les interviewer. Je me suis attelé à cette tâche. J'ai appelé des associations du coin qui faisaient venir des personnes. Et c'est vrai qu'ils m'ont bien accueilli au départ, au premier abord. J'ai pu donc interviewer Michel Oudou, Pierre Rabhi, Frédéric Lenoir, enfin des grands. J'ai eu cette chance de commencer par des grands, vraiment, par des gens très très connus. Alors quand tu dis du coin, c'est parce que tu es de Romans. Voilà. Donc tu as implanté ton studio d'ailleurs à Romans. À Romans même, oui. Dans mon habitation, il y a un petit local que j'ai aménagé, insonorisé pour le son, pour l'image, avec un fond vert, etc. pour mettre à l'aise vraiment les invités comme pour ici, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Et en même temps, j'ai vu ton studio, donc, puisque tu m'as permis de le visiter, et donc il y a du matériel très perfectionné. Hein. J'ai fait en sorte de vraiment... j'ai fait en sorte, comme je t'avais expliqué d'ailleurs, que je mettais 2 micros au-dessus des têtes qu'on voit hors champ de caméra,
pour éviter, par exemple, ne serait-ce que pour éviter de devoir enfiler à chaque fois des micro-cravates parce que c'est un peu lourd et c'est un peu délicat, surtout pour la jeune féminine. C'était un petit peu compliqué pour moi, donc j'ai tout fait pour que les émissions soient fluides et que l'invité n'ait pas de stress à devoir viser une caméra ou quoi que ce soit. Elle s'installe, l'émission commence et elle parle avec une conversation vraiment fluide. Il faut fluide, vraiment... oui. Voilà. Voilà. Elle se sent comme si elle était avec un ami qui discute. C'est le but. Mais je ne prépare pas mes interviews. Jamais. 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 Je comprends. Et en même temps, quand on te voit pratiquer ces interviews, tu es presque un homme orchestre parce qu'il y a tellement de choses à gérer, qui plus est les internautes qui interviennent. Enfin, vraiment, il faut être vigilant à chaque... Ce que les internautes ne voient pas, évidemment, c'est l'envers du décor. L'envers du décor, c'est ni plus ni moins que quatre écrans que je peux détailler rapidement, sans prendre la tête sur l'aspect technique. Mais il y a un écran de monitoring où l'invité et moi, on se voit en direct, en projection. Il y a l'écran témoin qui, de l'autre côté, va permettre de balancer, par exemple, les sites internet et tout. Donc, ça va permettre de montrer, en fait, ce que les personnes font, les invités, leur site internet, leur page Facebook. Et puis, deux autres écrans qui, chacun, vont, en fait, montrer le chat de Facebook et de YouTube en même temps. Comme ça, l'invité peut voir, en fait, les questions qui sont posées. Régis, derrière, intervient aussi en tant que modérateur s'il y a des personnes indélicates. Et franchement, on a un super public parce que depuis quelques années qu'on fait déjà ces émissions, il y a eu peut-être, 2 commentaires qui ont été censurés parce qu'ils étaient désobligeants. C'est très peu, en sachant que je faisais l'année dernière quasiment 5 directs par semaine. C'est énorme. C'est énorme. Voilà. Donc c'est vraiment pas beaucoup en termes de censure, mais c'est vraiment pour être bienveillant, parce que le but, ce n'est pas de démonter l'invité, mais au contraire de l'encenser, parce que qui je suis moi pour remettre en question, par exemple, un thérapeute qui pratique dans son domaine depuis 25 ans. J'ai pas le droit de faire ça. Alors justement, on va aller un petit peu plus en avant dans tout ce que tu fais. On va peut-être faire une petite pause musicale, et puis tu nous as suggéré quelques morceaux. On va en écouter un. Ben voilà, donc après ce premier morceau, la suite des débats avec Marie-Paul et puis Didier Santiago. Oui, bonjour à tous, rebonjour, et bonjour à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Alors, on était en train de voir un petit peu le parcours de l'intervieweur Didier Santiago, qui a créé une télé sur le web, des studios. D'ailleurs, on n'a pas donné son nom. Et puis, on va voir un petit peu plus en détail maintenant. On va rentrer dans le vif du sujet. Et que proposent des studios ? Voilà, quoi des studios ? Alors, des studios, déjà, pourquoi ça s'appelle des studios ? C'est parce qu'il y a les initiales, Didier Santiago, DS. Et, DS, c'est joli. Voilà, la DS aussi. Il y a du yin dedans, et studio. Après, c'est plutôt Régis, donc Christine, qui m'a suggéré le symbole de la cage d'amour. Donc on rappelle aussi aux auditeurs qui nous rejoignent que Régis, en fait, c'est Christine. Tout à fait, voilà. Le régisseur. On dit régisseuse ? Régisseuse, ça se dit aussi, ouais. Quelquefois, on dit ingénieur du son, et aujourd'hui, ça, c'est pas peut-être considéré dans la langue française officielle, mais on dit ingénieuse du son aussi. Et ça me gêne pas de le dire, au contraire. C'est comme auteur ou autrice. Certaines reviennent à la base. Autrice, ça existe déjà. Réalisateur, réalisatrice, c'est important de le préciser. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, des studios, ça a été créé à la base, donc sur mes initiales, des studios, Didier Santiago, et le studio est en commun OS. Et le but de des studios est là pour faire découvrir l'alternative, en fait, au monde réel que l'on voit. Voilà. Ça a démarré quand, cette affaire ? Alors ça a démarré, on va dire, il y a 4 ans, à peu près. Un peu plus même, mais j'ai commencé progressivement. À la base, je voulais pas... je voulais être que voix off, parce que je détestais être à l'image, mais comme beaucoup de personnes, on n'aime pas s'entendre au téléphone, au répondeur. Moi, ce que j'ai fait derrière, c'est que j'ai commencé par une web TV qui était associative. J'ai travaillé pour eux, en bénévole évidemment, où j'ai fait pas mal de reportages. J'ai commencé par eux, c'est grâce à cette web TV-là. Ensuite, comme toujours, il y avait un état d'esprit qui... Voilà, j'étais pas libre de faire ce que je voulais. Donc c'est là où j'ai commencé à créer ma propre web TV à moi, en me disant, au moins je serai maître à bord, et je pourrais inviter les personnes que j'invite et faire autant d'émissions qui me plaît.
Et le but, c'est juste de montrer que il y a d'autres réalités, d'autres couches qu'on ne voit pas. Et la science est de mon côté, puisque on voit qu'aujourd'hui, l'univers, en fait, n'est visible qu'à, on va dire, quelques pourcents, et tout le reste, c'est de la matière noire, de l'énergie sombre, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc la science avoue son impuissance à expliquer tout le contenu, en fait, de notre réalité, et que finalement, la réalité est beaucoup plus grande et beaucoup plus large que celle qu'on veut bien nous faire croire. Des studios prend le relais à partir de là. De dire, pour moi, et c'est un pari, c'est juste un pari, je ne sais pas si c'est ça, parce que personne ne détient réellement la vérité, mais c'est de prendre le parti pris, de dire que peut-être que tous ces voyants, médiums, énergéticiens, praticiens, thérapeutes de tous bords et de tous poils, exploitent une autre réalité qui échappe aux mesures, à la vue, à l'ouïe, à nos micros, à nos caméras, etc., et que sont capables de percevoir avec leur capacité extrasensorielle, et que toute cette masse manquante de l'univers, cette matière dont on parle tant, les scientifiques, se trouve peut-être là. Peut-être que c'est là qu'il y a une partie de la réponse en tout cas. Je crois que finalement, ce n'est pas avoir la réponse pour avoir une réponse, mais en tout cas un début de réflexion, de dire qu'effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose au-delà du visible, que la science admet, et que peut-être que cet invisible se trouve dans le subtil que les thérapeutes viennent témoigner dans des studios. Voilà. Alors effectivement, pardon, c'est très orienté, comme tu le disais dans la première partie de cette émission, c'est que tu recherches un sens à la vie. Oui, c'était ça la base, la clé. On peut dire aussi que tu es quand même plutôt scientifique à la base, plutôt cartésien. Alors cartésien parce que finalement, on va peut-être juste revenir en arrière pour un épisode qui était très particulier. J'étais enfant, je regardais la télé comme beaucoup de mômes. Un jour, la télévision tombe en panne, et là, je vois un technicien qui vient et pour la première fois démonte l'arrière de la télévision. Je vois une peuplade bourrée d'électronique, comprenant rien, et le gars savait parfaitement ce qu'il faisait. Vraiment. Ça m'a impressionné, et là, je me suis dit, mais comment il fait? Je lui ai posé plein de questions, à curiosité, tu vois, je voulais tout démonter, j'étais encore dans cet aspect-là. Et je me suis promis qu'un jour, je saurais comment les téléviseurs fonctionnent. Donc, j'ai été dépanneur en électronique. Voilà. Donc c'est vrai que l'électronique, ça commence par de la science aussi, par la physique. Vouloir comprendre les choses, comment elles fonctionnent. Comment elles fonctionnent. Donc là, c'est un vaste programme pour l'univers. Voilà, c'est ça. C'est de savoir... Moi, je me suis toujours imaginé en me disant, à l'époque, même aujourd'hui, je me pose la question, si j'avais la capacité de remonter le temps avec un téléviseur, et si je le montre à Louis XVI, par exemple, qu'est-ce qu'il dirait? Mais qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Ouais. Mais comment vous avez réussi à aplatir des gens et qui continuent à vivre dans un espace aussi fin? Voilà. C'est les questions que je me posais quand j'étais enfant. L'électronique a répondu à ça, donc j'ai trouvé un sens, j'ai compris que c'était par la transmission, par les ondes, etc. Et c'est la même chose que j'essaie de faire, mais dans un domaine de l'invisible. Et là, à partir des personnes, à partir des thérapeutes, lorsqu'ils viennent au des studios, c'est comprendre pourquoi, par exemple, on peut se poser la question, vous avez toute une fratrie, et avec des frères et sœurs d'une famille nombreuse, et il y a le canard, il y a le vilain petit canard de la famille, il fait pas comme tout le monde, et les autres frères et sœurs vont voir leurs parents en disant, mais maman, papa, tu l'as pas adopté, parce que franchement, il est pas comme nous, pourquoi il est pas comme nous? Et on s'aperçoit, par exemple, que dans l'arbre généalogique, il y a un enfant qui vient réparer quelque chose de nos ancêtres. Donc ça donne une raison, ça donne un sens. On se dit, voilà, il est peut-être pas bizarre, il est peut-être là aussi pour, si tous les autres frères et sœurs ont un confort de vie, c'est parce que lui supporte justement toutes les casseroles qui vont se passer, c'est lui qui les supporte. Donc c'est un peu le raté de la famille, parce qu'il se prend tout, et c'est, selon certains dires, un contrat d'âme qu'aurait fait l'une de ces personnes, qui aurait dit, écoutez, pour que vous soyez tous heureux, on va tous s'incarner, et moi, je vais prendre tous vos malheurs sur moi, donc je serai le raté de la famille. Là, on le voit autrement. Donc, on le voit autrement, le petit canard. Et comme il y en a pas mal dans le monde, que tous les petits canards soient souriants, parce que finalement, ils ont une mission très importante. Mais ça, c'est le petit canard de Boris Cyrulnik. Voilà, c'est ça. Ah, mais tout à fait. Et puis, brésilien. Et Louis XVI. Oui. Louis XVI, faut pas oublier que c'était un horloger
Peut-être comment vous auriez été étonné de voir sa réaction. Tout à fait. Et comment, finalement, comment on a coupé la tête, mais pas au bon roi. Hein, Effectivement. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, j'aurais été curieux de voir ça. Et ça a été même l'idée d'un film, à un moment donné, de faire une espèce de fiction et de voir que son scientifique le plus proche, le cardinal, aurait été là pour conseiller le roi, pour dire mais je vais exorciser cet être, on va peut-être le brûler au bûcher. Il n'y a jamais une technologie qui vient du... voilà, il a fomenté avec le diable, ce n'est pas possible autrement. Donc c'est vrai que voilà, tous ces questionnements-là, je les mets en image, en tout cas, des studios, c'est le but. Hein. Et c'est pas... Là, c'est qu'un exemple. On est dans l'arbre généalogique et la fratrie, voir le rôle de chacun et la place de chacun, mais ça touche d'autres domaines. Oui. D'autres domaines. Pourquoi, par exemple, juste en honorant ses ancêtres, en faisant, par exemple, une constellation familiale, c'est encore un autre domaine très riche, comment, et ça c'est vrai, ça a été avéré et prouvé scientifiquement, il y a carrément, après une recherche généalogique, d'un arbre généalogique, en ayant honoré les ancêtres, certaines personnes atteintes de la sclérose en plaques, qui est réputée, voilà, c'est une saloperie quand même, ont été guéries. En fait, voilà, il y a eu... Voilà, comme s'il n'avait jamais été là. Elle est partie comme elle est venue. Quelque chose s'est réparé quelque part. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec... Alors c'est vrai que la médecine conventionnelle ne contredit pas du tout ça, mais simplement dit je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas n'arrêtez surtout pas, parce que ça marche. Voilà. Et c'est ce qui compte finalement, c'est le résultat. Mais des studios essaient de comprendre le mécanisme. Quelles sont les choses qui viennent décoder. Un exemple tout bête aussi, par exemple, on voit dans une famille, il y a des personnes qui ne sont pas pour les mélanges, hein, par exemple. Oui. Voilà, et on a, vous savez, le fameux éponyme, le sketch de Muriel Robin. Voilà, il est noir. Voilà. Mais comment ça se fait finalement ? Pourquoi une femme comme ça va amener un noir à la maison, dans la fratrie d'une famille ? Il faut juste reculer dans le temps et comprendre que les grandes familles essayaient de garder les terres, de les grandir. Donc il y avait une espèce de consanguinité et elle était là pour apporter du sang frais. Et ça, c'était nécessaire. Donc elle avait ce rôle de casser pour éviter que la famille génétiquement dégénère. Donc il y a une raison à tout. Donc ça met du sens. C'est ça, c'est ça. Et il y a tellement décodé, il y a tellement à faire. Il y a pas mal de domaines aussi, hein. Donc des studios fait venir aussi des numérologues, des astrologues. On peut parler peut-être des dernières interventions qu'il y a eu. Alors, dernières interventions, là, c'était avec Franck Maussan, qui est un magnétiseur, qui voilà, aligne les chakras aussi, entre autres. Après, c'est toujours pareil. Ça ne veut pas dire que parce que j'interviewe ces personnes-là, je connais leur discipline. Je la connais pas, au contraire, je la découvre, et c'est ce qui fait l'originalité de mes émissions, et je pense que c'est pour ça que le public les apprécie. C'est parce que comme je ne prépare pas mes émissions, je découvre en même temps la discipline. Voilà, donc tu poses les questions vraiment que tout le monde se pose finalement. Tout à fait. Voilà. C'est être en adéquation avec le public, ça. Et c'est aussi une émission interactive, puisque les astronautes, j'allais dire les internautes, mais pourquoi pas astronautes, alors si tu les considères comme étant perchés, c'est des astronautes, en apesanteur. Voilà, interviennent, posent leurs questions. Ils co-animent l'émission avec moi, c'est ça qui est intéressant. C'est ça. Donc ils sont acteurs, vraiment, ils ne sont pas passifs à écouter une émission télé, par exemple, sur laquelle on ne peut pas intervenir. Je me souviens au tout début, Nagui qui avait essayé avec une télécommande où on essayait aux questions de répondre et puis on gagnait des points qu'on pouvait changer au bureau de tabac et tout. Bon, ça a été un échec cuisant, mais là pour le coup, le web permet cette interaction-là. Donc c'est génial parce qu'on peut lancer des concours en direct et ça c'est juste fabuleux. Il m'arrive quelquefois de plaisanter avec les intervenants et dire bon ben voilà, ceux qui partagent l'émission, etc. mettez ces faits et puis vous gagnerez une formation en ligne, parce que j'avais justement certains thérapeutes, je leur dis, voilà, juste un module découverte sur le cercle des connaissances pour faire découvrir les gens, pour les aider à cheminer. Voilà, donc ça ressemble à un placement commercial, c'est horrible ce que je viens de faire, mais c'est juste, je le cite, voilà, je le dis simplement. On va parler du cercle de connaissances, justement. Je voulais revenir aussi sur le fait que tu fais des émissions avec plusieurs intervenants, ce qui est intéressant aussi. Oui, de plus en plus. Donc, il y a des échanges, je pense notamment au dernier qui a été fait avec Jérôme Vibert. Isabelle Lefebvre, Dominique Humaine et Alain Plédreau. Voilà. C'est vrai que ça, c'était le 13 décembre dernier, où je voulais
une vision, les prédictions. Alors c'est bien de faire des prédictions. Les prédictions 2020. Voilà. Et ça, le fait de le faire un vendredi, je crois que c'était un vendredi 13, hein, je pense en plus, c'était un vendredi 13. Et moi, avec le 13, il y a quelque chose, il y a une histoire un peu particulière. Plutôt positive. Je sais pas, mais Spécial. J'ai une histoire avec. Je suis né le 13 février, donc en 73 en plus. Ce qui se passe, c'est que je suis né dans le département 13, que je mesure 1m73, et que la totalité de mes lettres font 13 aussi. Il y a du 13 de partout chez moi. Et j'habite dans le département 26, qui est 2 fois 13. Oui, aussi. Ouais. Donc le 13 a une histoire. Et avant, je m'interdisais... Oui, pour moi. Pour moi en particulier. Et on dit que c'est un nombre karmique, etc. Donc, le vendredi 13 décembre, j'ai décidé de faire ça, de faire cette prédiction 2020, mais pas qu'avec un voyant, un médium, où chacun fait ça de son côté. Je voulais 4 points de vue différents. Donc, un astrologue. Un astrologue chinois, et un numérologue, et un voyant médium en Jérôme Vibert. Donc, ça a donné une soirée exceptionnelle en présentiel, et ça m'a tellement plu que j'ai envie de recommencer en fait l'expérience, et pas pour les prédictions, mais pour d'autres choses. Là, ça va être le cas ce soir, notamment. Bon, là, c'est complet, hein. Ça va être Jérôme Vibert, c'est une question et 2 réponses avec Jérôme Vibert et Angela Casaccio, voilà, qui elle est une tireuse de cartes exceptionnelle. Ah oui, alors une tireuse de cartes pour qui les cartes sautent en fait. Elles volent totalement, c'est les cartes ça. volantes. Hein. Il y a quelquefois des films, là on est encore dans les armations, on voit Tigre et Dragon ou les poignards volants, et là c'est les cartes volantes, c'est les cartes qui volent. C'est-à-dire qu'elle bat ses cartes et hop, il y en a une qui vole et en fait qui correspond probablement à la réponse. Elle continue de battre jusqu'à, il y a un certain nombre de cartes, il n'y a pas un nombre déterminé non plus, elle se dit pas, il faut que j'attende pour interpréter le tirage 5 cartes ou autre, elle saute. Il y en a autant qu'il y en a qui sautent, c'est qu'il y a quelque chose à dire, et après elle fait son décodage. Et jusqu'à aujourd'hui, elle s'est pas plantée. Hein. Elle s'est pas plantée. Il y a eu un grand nombre de personnes qui ont pu vérifier ces dires, qui se sont réalisés. Après, appartient à chacun au public de voir si c'est des prédictions autoréalisatrices ou autres, parce que ça rentre dans la tête, et puis on se dit, il faut que ça arrive, donc on met tout en branle pour que ce qui a été prédit se produise effectivement. Après, ça appartient vraiment à chacun de décoder comme ce qu'ils veulent apprendre. Le cheminement est personnel. L'explication est la même pour tous, mais la compréhension et l'intégration va être différente pour chaque auditeur qui va être là. Ça va être quelque chose d'intégré différemment et ça va résonner différemment. On va continuer tout à l'heure, je voudrais te poser une question par rapport aux intervenants, mais on va faire une petite pause musicale. Hein. Oui. Radio Méga 99.2, nous sommes en compagnie de Didier Santiago et nous parlons de Des Studios avec Gilles Tabourin qui aujourd'hui a la gentillesse de me laisser la parole et nous fait la technique. Ah bah oui, mais c'est même un plaisir. Ah bah c'est super, merci beaucoup. Et on va revenir sur ces musiques qui ont été choisies par toi Didier. D'abord on a eu Foule Sentimentale d'Alain Souchon, tu vas nous dire pourquoi tu as choisi ces titres. Alors, Foule Sentimentale, c'est parce qu'elle résume quand même l'état d'esprit dans lequel le monde se trouve dans ce monde de consumérisme. Hein. C'est vrai, hein, soif d'idéal, en avoir plein les armoires, cette désillusion illusoire, etc. Bon, en fait, les phrases clés sont là. Elle est sortie, je crois, en 93. Elle était déjà aux prémices de ce qu'on arrive aujourd'hui à l'apoplexie, je veux dire, à la limite de cette consommation qui insupporte tout le monde. D'ailleurs, je crois que le 25 décembre dernier, on a vu que le Noël n'est plus consommé de la même manière. Les gens en ont marre. Mais il était précurseur. Donc, oui, c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Ça colle parfaitement. Plus que jamais aujourd'hui. Donc, Foule Sentimentale, c'est vrai qu'elle a soif d'idéal. Et Animal. Alors, Animal. Francis Cabrel. Alors, Animal. 89. 89, effectivement, c'est que Francis Cabrel est un de ces poètes que je mets au même rang que Brassens, que Brel ou d'autres. C'est juste un poète des temps modernes. Aujourd'hui, il y en a très peu, trop peu. Et il a cette finesse et cette capacité d'expliquer les choses d'expliquer finement les choses sans pour autant aller dans la vulgarité. Et c'est vrai que l'animal, comme ils disent, voilà, tu parles de ces plus belles peintures, tu parles d'où viennent ces tapis sur les murs, c'est le séducteur. C'est le séducteur qui essaie d'en mettre plein la vue à sa douce, hein, qui essaie de la séduire. Mais le moment où il va devenir animal, c'est au moment où il va vouloir conclure et l'amener dans son lit. Et ça, c'est une réalité. Et dire ça avec autant de finesse, autant de classe, il n'y a que Francis Cabrel pour faire cet exercice-là. Et ça, c'est juste fabuleux de montrer ça, parce que ça montre d'une certaine façon, ça rejoint par exemple un interview que j'ai fait avec Frédéric Lenoir, qui m'avait expliqué que le désir est la seule, c'est la seule astuce qu'a trouvée la nature pour nous forcer à nous reproduire. Parce que sans le désir, il n'y aurait pas de procréation.
Et donc, ça rejoint ce que dit... voilà, il y a le côté animal qui revient, et l'animal est là pour se reproduire, et il y a un côté animal, on fait partie de l'animal. Oui, c'est ça, il ne faut pas le négliger, il ne faut pas non plus le nier, ce côté animal. Il existe. Le dompter. Ah oui, on peut le polisser, mais on ne peut pas l'empêcher, c'est pas possible. D'accord. Alors, parle-nous en avance du prochain titre. Du prochain titre qu'on écoutera, parce que c'est intéressant. Alors, qu'as-tu choisi? Alors, La Mano Negra, pas assez de toi. Alors, je peux me passer de toi, mais pas assez de toi, c'est vraiment ça. Et c'est vrai qu'on a tous connu à un moment donné une brisure, parce que l'amour est le moteur principal de chaque être humain. En tout cas, les personnes qui vivent seules, que ce soit par choix ou subi, parce que l'autre l'a quitté, dans les deux cas, c'est mal vécu. On n'est pas fait pour vivre seul du tout. Et l'être humain est vraiment fait pour vivre en communion avec une autre personne, en binôme, en général, et fonder une famille, et puis partager des choses, et pas forcément fonder une famille, mais simplement vivre. Et c'est vrai qu'on souffre beaucoup de ça. Aujourd'hui, depuis que les médias existent, des chansons sur l'amour, il y en a eu des milliers, vraiment des milliers. Et l'amour est le moteur de tout, quand même, de beaucoup de choses, de motivation. Hein. Qu'est-ce qu'on ferait pas par amour? Et c'est vrai que cette phrase terrible que sa femme l'a quitté, en fait, la douce l'a quitté, Manu Chao, qui ensuite a eu une carrière solo, dit cette phrase assassine en disant « J'aimerais avoir un accident de voiture et que ça se passe juste en bas de chez toi. » Juste ça. Qui n'a pas un jour pensé à ça, que les plus grands malheurs de la planète nous arrivent pour avoir le retour de l'autre. Et ça montre la profonde douleur de ce que peut générer l'amour. Et quand on dit que l'amour donne des ailes, elle peut aussi être destructrice dans l'autre sens. Tout à fait. En même temps, le clip est quand même assez violent. Hein. Très violent, mais il démontre tout ce qui peut toute l'énergie qui est capable de déchaîner dans tous les sens l'amour. Ouais, c'est vrai. Il y aurait beaucoup à dire sur la violence aussi. Hein. Ah bah oui. Mais on n'a pas le temps, on fera une deuxième émission. Pas vrai, Gilles? On fera une seconde émission de prochaine fois. Alors là, on va retourner sur des studios et puis peut-être parler du cercle de connaissances et aussi d'intuition, parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a des formations, il y a des séminaires. Alors c'est vrai que la plupart des personnes ont du mal à comprendre le triptyque qui se passe. Voilà, c'est ce que tu vas nous expliquer. Alors des studios, c'est vrai que c'est la première chose, c'est la genèse, c'est ce par quoi tout a démarré. C'est la télé, la web TV virtuelle qui est là aussi, c'est une particularité que j'ai, c'est de faire en direct et sur YouTube et Facebook en même temps. Il faut le dire que c'est en direct aussi. C'est sur deux médias. Sur deux supports, oui. Simultanément. Ce qui est assez rare aujourd'hui, ça deviendra peut-être quelque chose de commun plus tard, mais pour l'instant, j'en ai la primeur. Allez, là, c'est l'ego. Je dis que c'est bien. Profite. Hein. Alors là, on est dans la découverte. Hein. On présente des nouvelles thérapies que les gens n'ont pas forcément entendu parler, ou ne pensent pas à faire, ou ne voient pas pourquoi ils vont faire leur arbre généalogique, c'est vrai. Et ils voient tout l'intérêt. Donc ça présente déjà. Et ça fait... Les personnes font connaissance avec d'autres possibles, de l'invisible, et présenter que, voilà, c'est ça des studios. C'est la découverte avant tout. Ensuite, il y a l'aspect pratique où on va passer, et là, c'est vrai qu'on peut passer sur un second étage. Le second étage de la fusée serait donc le cercle de connaissances. On reste dans l'e-learning, et c'est ces mêmes intervenants qui passent au des studios, qui quelquefois, pas tous, hein, mais certains, enregistrent une partie pour en prendre un bout de leur savoir. Histoire que les personnes commencent à comprendre, à rentrer dans la profondeur. Tout ce qu'on ne peut pas dire en interview, ben là, on rentre vraiment dans la profondeur. Et le cercle de connaissances n'est ni plus ni moins qu'une plateforme e-learning qui est, en fait, produite par moi, ouais, tout simplement. Et le troisième étage, le dernier, eh bien, c'est la rencontre réelle avec Intuiscience, ou avec Intuiscience, avec ces mêmes intervenants qui sont venus au des studios, qui ont fait une formation virtuelle, eh bien, vont faire un atelier en réel, en présentiel, essentiellement à Sadona pour le moment, avec les personnes qui veulent aller plus loin. C'est vrai que, par exemple, parler d'huile essentielle en virtuel, ça va bien, mais les mélanger et faire ses propres potions, c'est mieux. Et c'est ça. Donc, des studios présentent les intervenants. Le e-learning, le cercle des connaissances, permet d'approfondir ce savoir. Ça permet d'approfondir ce savoir pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, ou qui sont très loin, oui. Voilà, ou qui n'ont pas envie aussi. Qui n'ont pas envie, des fois, ça peut être juste une découverte, disant j'ai juste envie d'avoir une preview. J'ai juste envie c'est suffisant. Voilà, de me faire une connaissance. Voilà, et de voir comment ça marche.
Voilà. La numérologie, par exemple, c'est une grosse formation de 17 heures avec Isabelle Lefebvre, qui est juste excellente. Ça ne veut pas dire que vous devenez numérologue derrière, mais si vous travaillez dessus, et que si vous devenez numérologue, hein, c'est fait pour. Hein. Mais d'autres formations sont là juste pour initier, juste pour donner l'impulsion et l'envie de s'intéresser à un domaine. Il y a des personnes qui s'arrêtent là. Voilà, et puis il y a des formations certifiantes. On va parler de toutes ces formations. Les gens qui sont invités les intervenants sont plutôt des gens du coin. Alors je privilégie le local, oui. Mais de temps en temps il y a des personnes comme Alan Duke qui vient de Bruxelles, il y a des personnes comme Aline Peugeot qui viennent de beaucoup plus loin et qui d'ailleurs revient le 31 et 1er 2 février là. Hein. Le 31, elle vient... Alors, le 31, donc on va parler de son intervention sur la web télé ou sur... là, elle vient... Non, là, elle vient en présentiel et ça sera à la salle des Roses des Sables. C'est la salle des fêtes de Saint-Donat. Il n'y en a qu'une, donc personne ne peut se perdre. C'est ça, c'est bien un village aussi. Ça recentre les personnes et la proximité. Aline Peugeot vient, oui, effectivement, le 31 pour une conférence dite relationnelle. Voilà. En fait, c'est un concept qu'elle présente pour la première fois chez nous. Et donc, Aline Peugeot va essayer de donner de l'enseignement, elle va pas essayer, elle va le faire d'ailleurs, donner un enseignement avec une méditation intégrative au niveau cellulaire pour pouvoir, en fait, vraiment imprimer ce qu'elle transmet à l'intérieur des gens, que ça parte, que derrière, on n'ait pas besoin d'un papier et de prendre des notes ou quoi que ce soit. C'est intégré grâce à ces méditations-là, qui seront collectives. Donc, c'est une conférence en interaction avec le public. Donc c'est vraiment tout nouveau. Il y a peut-être même un spectacle sur lequel elle est en train de travailler, son et lumière, avec Alain Guillot, qui n'est autre que le créateur, le fondateur des Fêtes de Lumière à Lyon, qui sera là d'ailleurs le 31 au soir. Donc les personnes pourront rencontrer. On invite évidemment le maximum de personnes à découvrir. Donc pour s'inscrire, il y a un numéro de téléphone qui est que je n'ai pas en ligne, mais qui... Alors, je crois que pour les conférences, les stages et les ateliers, c'est le 06 14 60 81 97. 06 14 60 81 97. Tout à fait. Voilà, ça c'est pour s'inscrire de toute façon, que ce soit les stages, les conférences ou quoi que ce soit, c'est Intuition, tout ce qui est en présentiel, en réel, comme je l'ai dit. Donc ça c'est pour le 31. Il y a encore quelques places. Il y a encore des places pour le 31, parce que c'est une conférence, c'est une grande salle, donc il y a des places, et là il n'y a quasiment pas de limite. Là où il y a de la limite, c'est le 1er et le 2 février. Alors, parle-nous de ça. Le premier, c'est la paix intérieure. C'est l'éveil à la paix intérieure qu'elle propose. C'est un stage qui est d'autant plus intéressant parce que avant d'intégrer quelque chose, si on veut être à l'écoute, entre guillemets, de l'univers, il faut éteindre en soi le brouhaha de tout ce qui nous incombe dans notre vie. Hein. Je dois faire les courses, je dois faire les papiers, il faut que je fasse ceci, cela. Il faut calmer le mental. Et pour calmer le mental, pour ça, il y a des techniques, il y a des choses à faire, et pas seulement que méditer, ça marche pas. Donc c'est une journée qu'elle propose pour apprendre justement à faire le calme, le vide en soi. Et comme la nature n'aime pas le vide, forcément, elle va le remplir par quelque chose. Mais quelque chose de bon. Hein. Voilà, c'est ça le but. Ça, c'est le 1er février. Le deuxième, c'est l'intelligence infuse. Comme on le sait, comme tout le monde le sait, si vous tapez Aline Peugeot, elle est blonde. Et on sait les blagues qu'il y a sur les blondes. Donc les blondes sont réputées pour être assez... Il y a pas mal de blagues dessus. On pourrait faire un dictionnaire entier là-dessus. Et elle explique que finalement, ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait d'études, ce n'est pas parce qu'on n'a pas énormément de culture ou quoi que ce soit qu'on ne peut pas justement être intelligent. Et on n'est pas dans le paraître intelligent. Ce n'est pas pour briller en société ou dans un restaurant entouré de personnes. C'est vraiment pour apprendre à se connecter à la source qui a l'intelligence suprême, où il y a tout, comme si on se servait dans une bibliothèque d'Alexandrie, qui serait virtuelle, mais pas dans l'Internet, mais dans l'Internet. Hein, sans être obligé de prendre son téléphone, son smartphone. Et donc, c'est des techniques aussi qu'elle a développées et qu'elle va apprendre. Donc, en fait, le 31, c'est un peu un combo de tout ça, mais un aperçu intégratif pour que les personnes puissent dire « Ah ouais, quand même, ça le fait là. J'ai accès à cette paix, je peux faire place à de l'information et aller chercher ce que j'ai envie sans forcément en être un expert. » Et ça, c'est intéressant. Voilà. Ça, donc, c'est le 31 janvier. La conférence. Ensuite, 1er et 2 février, le stage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a le 21 et 22 mars avec Jacques Fournier, qui s'appelle Dame à âme. Donc, c'est un jeu de mots assez intéressant. C'est un sonothérapeute et les fréquences au niveau des chakras, par exemple, pour
justement faire en sorte de se réaligner soi-même, devenir un peu son propre thérapeute, juste avec le son. Le son est une vibration, et comme nous sommes vibration, de toute façon, énergie, cette méthode est certifiante. Elle se passe sur un week-end, ça se passe les 21 et 22 mars prochains, et ça permet aux personnes, ça permettra de devenir eux aussi sonothérapeutes, déjà leur propre sonothérapeute, pour s'aligner et s'équilibrer. Le but aussi, c'est de donner des outils pour que chacun puisse grandir seul. Seul. Et comme l'a dit Jacques Fournier, Gilles Tabourin au début, c'est vrai que développement personnel, moi j'ai envie de parler plutôt de développement fraternel. Voilà. Aujourd'hui, il est temps de passer à ça, je pense. Voilà. On va finir sur cette belle phrase. Ce soir, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu ? Ce soir, oui, il y a les voyances en double avec Angela Classatio et Jérôme Vibert, mais c'est complet. C'est complet ce soir. C'est complet. Voilà. Mais on remettra. En tout cas, la dernière chose que je tenais à dire, c'est simplement que ces émissions en direct qui se passeront en présentiel hors du studio, c'est quelque chose vers temps, en fait, des studios, de faire quelque chose et de... Voilà, en étroite collaboration avec Intuition pour faire en présentiel des émissions en salle avec du public et retransmis en même temps sur le web. Et ça, c'est vraiment la tendance 2020. Je vais m'attacher vraiment à ce que ce soit une évolution de ma chaîne vers ça. Donc mélanger du public avec du public virtuel, les deux. Alors, on souhaite que ça fonctionne pour 2020 et les autres années. Intuiscience, partage de connaissances. Donc, le site internet intuiscience.com et le téléphone 06 14 60 81 97. Merci beaucoup, cher animateur curieux. C'est comme ça que tu te définis. Merci à toi de m'avoir invité. Merci à Gilles aussi pour sa diligence, sa pour la technique. Et on va terminer. Merci à vous. Merci. On va terminer bien sûr en musique. Et puis un grand merci aussi à Régis, sans qui nous n'aurions pas la possibilité de voir cette émission qui va être sur YouTube aussi. YouTube aussi, c'est ça, oui, bien sûr. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute et fidélité. À très bientôt sur le 99.2. Excellente journée, au revoir. Super. Il y en a des choses à dire. Hein. Oui, c'est vrai. Oh là 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 là. Enfin, au moins les... écoute, je prends mon première interview, j'en suis mais alors ravi, quoi. Ah bon, tant mieux. C'est super.